Au cœur de Lomé, dans une école de quartier, Kofi, 16 ans, rêve de devenir journaliste. Mais ce qui le passionne le plus, ce n'est pas seulement la parole, c'est la paix. Chaque jour, il organise des discussions entre camarades pour calmer les tensions, promouvoir le respect et encourager l'entraide. Ce numéro de Podium Jeunesse met en lumière des jeunes comme lui, porteurs de valeurs citoyennes, artisans de dialogue et de la tolérance. Quelle éducation pour semer la paix? Quelles valeurs pour former des jeunes responsables? Ce sont les principales articulations de notre discussion d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous ouvrons le débat sur l'éducation à la citoyenneté et à la paix, un pilier pour l'avenir de notre nation. Pour nous éclairer, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau, à ma gauche, M. Joël Akapo. Vous êtes auditeur financier. Exactement. À ma droite, Rodolphe Sanvi, vous êtes activiste social, paix et citoyenneté et secrétaire général de Speed International, une association qui s'est donnée comme mission de créer une société paisible, sécurisée et développée. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Madame P. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bienvenue à Podium Jeunesse. Merci. Avec vous, nous parlerons de l'importance d'outiller les jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens éclairés, actifs et artisans de la paix dans un monde en constante évolution. Avant de plonger au cœur de notre débat, permettez que je vous pose cette première question, Joël. Quand vous entendez les mots citoyenneté et paix, qu'est-ce que cela vous évoque à vous concrètement? Alors, la citoyenneté, d'abord, c'est le statut juridique. C'est le statut juridique qui confère à une personne le droit à l'appartenance à un pays, à une nation en particulier. Donc, vous avez un passeport, vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs vis-à-vis de ce pays-là, dont vous êtes le citoyen. Maintenant, la notion de paix, c'est une notion plus élargie qui évoque tout ce qui est stabilité au sein du pays. Non seulement la stabilité, la tranquillité, mais aussi la prospérité dans laquelle vivent les citoyens d'une nation. Rodolphe, je viens à vous. D'accord. Je pense déjà à une corrélation entre la paix et puis la citoyenneté. Et je pense déjà à cette citation du président Félix Houphouët-Boigny qui dit que la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Pour ainsi dire que la paix, ce n'est pas juste le fait de dire qu'on veut la paix et puis automatiquement on a la paix, mais il faut quand même des comportements, il faut une action, il faut de la volonté, il faut de l'énergie, il faut œuvrer pour pouvoir aboutir à cette paix-là. Et pour pouvoir, ces personnes qui doivent œuvrer, ça doit être des personnes qui se considèrent comme des citoyens. Donc il faut pouvoir mettre des choses en œuvre, mettre des actions en œuvre, mettre ce qu'il faut pour pouvoir construire cette paix-là. Donc il faut des citoyens, c'est des citoyens qu'il faut pour pouvoir implémenter la paix. Donc c'est cette corrélation-là que je voulais quand même établir. Merci beaucoup. Vos réponses constituent déjà un excellent point de départ pour notre réflexion d'aujourd'hui. Donc après avoir évoqué ce que la citoyenneté et la paix évoquent pour vous, pour chacun de vous, pensez-vous que les jeunes d'aujourd'hui saisissent pleinement ce que signifie être un bon citoyen, Joël? Nous avons une jeunesse qui est stratifiée. Donc il y a plusieurs couches. Qui est quoi? Qui est stratifiée. Okay. Il y a plusieurs couches dans cette jeunesse-là. Il y en a qui ont accès à une meilleure éducation que d'autres. Il y a certains qui sont dans divers domaines et tout. Donc la compréhension de la citoyenneté varie selon les perspectives. Mais de façon générale, oui, je pense que nous avons une société plutôt paisible à la suite des années. Nous avons une jeunesse qui sait quand même quels sont ses devoirs, quelle est sa responsabilité vis-à-vis de la société. La jeunesse togolaise est quand même appréciée à plusieurs endroits dans le monde comme étant une jeunesse qui est quand même paisible et qui a le sens du respect et de valeurs fondamentales citoyennes. Merci pour Rodolphe. Être un bon citoyen, vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui maîtrise le fond de cette expression? Oui et non. Oui, non, d'abord parce que aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que la jeunesse aujourd'hui est à l'affût de tout ce qui est buzz, de tout ce qui est suivisme, de tout ce qui est mode en fait. On ne prend pas forcément le temps de bien comprendre ce qu'on veut faire. Il suffit seulement qu'une personne peut-être qu'on a comme référence, qui n'est pas forcément une bonne référence, fasse quelque chose, on suit cette personne-là bêtement. Et oui, parce que il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont compris. Aujourd'hui, quand nous discutons avec les jeunes, dans nos échanges, dans nos propos,
on sent quand même qu'il y a quand même une prise de conscience de nos valeurs citoyennes qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir quand même apporter un plus à notre pays. Joël, concrètement, si on doit choisir, quelles sont selon vous les valeurs essentielles à transmettre aux jeunes pour bâtir une société véritablement paisible? Je pense aux valeurs de tolérance, hein, et de vivre ensemble. Tolérance parce que il faut accepter l'autre, comme la fameuse citation d'Antoine de Saint-Exupéry, hein, si tu diffères de moi l'un de mes lésés, tu m'enrichis. Donc, accepter les différences. Et lorsque nous avons une attitude, il faut donner du pouvoir à cette attitude-là, pour voir si cette attitude-là est multipliée à l'échelle, quel en serait le résultat. Parce que si aujourd'hui, parce que quelqu'un est contre moi, je suis dans l'agressivité vis-à-vis de cette personne-là, quand on donne du pouvoir à ça, c'est-à-dire que si on me donne de l'autorité, si on me donne de la responsabilité, je ferai pire que ce que je suis en train de faire actuellement. Donc la valeur de tolérance, d'acceptation de l'autre dans les différences est très importante. Les désaccords ne doivent pas constituer des sources de conflits. Donc ça, la tolérance, c'est une valeur essentielle qu'il faut communiquer aux jeunes, le vivre ensemble, l'acceptation des différences. Voilà. Acceptation de l'autre, dialogue, tolérance, les valeurs essentielles à transmettre aux jeunes pour une société paisible. Oui, je vais ajouter un tout petit peu. Je vais circoncire un peu tout ce qu'on dit. D'abord, il y a l'aspect civilité, d'accord? Il y a l'aspect civilité. La civilité, c'est le comportement que j'affiche vis-à-vis de l'autre, en fait. L'acceptation que j'ai vis-à-vis de l'autre. Quand nous vivons en famille, c'est vrai, il y a une chose qui est certaine, c'est que même quand nous portons le même nom de famille, il y a quand même des différences dans nos actions, dans notre vision, dans notre façon de voir les choses. Dans la façon dont on se comporte, il y a forcément des différences. Et il faut arriver à se tolérer, il faut arriver à accepter l'autre, il faut arriver à accepter le comportement de l'autre, il faut arriver à comprendre l'autre, c'est ce qui est important. À côté de ça, il y a le civisme. Le civisme, a un rapport beaucoup plus avec le droit et puis les devoirs. C'est vrai qu'en tant que citoyen, il y a cette notion d'appartenance, mais à côté de cette notion d'appartenance à une cité, il y a la notion de droit et de devoir. Et comme on a pu le dire, c'est que les gens ont tendance à tellement penser qu'ils ont tout le temps de droits qu'ils oublient les devoirs, en fait, quoi. Et je le dis souvent que avant de parler de droits, il faut d'abord parler de devoirs, parce que si chacun respectait ses devoirs, oui, chacun faisait ses devoirs, personne ne viendrait réclamer ses droits, en fait. À côté de cela, encore, il y a donc la tolérance et la non-violence. C'est vrai, quelqu'un peut venir en face de moi et peut réclamer son droit. Il peut peut-être le réclamer de façon, pas de façon commode, mais moi en face, il faut que je puisse trouver le moyen de pouvoir arriver à un apaisement pour ne pas que cela puisse dégénérer et puis devenir autre chose. Voilà. Nous venons de toucher du doigt quelques valeurs que nous jugeons essentielles à transmettre aux jeunes pour une société véritablement apaisée. Mais si on vous demandait de n'en choisir qu'une, la plus fondamentale, quelle serait-elle? Le sens du devoir et de la responsabilité vis-à-vis de son pays et de sa nation. Et ne demande pas qu'est-ce que mon pays fait pour moi, demande plutôt qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays, quel est l'apport que je peux faire, c'est Martin Luther King. Le sens de la responsabilité envers son pays, je pense que c'est la valeur la plus essentielle qu'il faut communiquer aujourd'hui. Pourquoi justement celle-ci? À la jeunesse aujourd'hui, parce que pour moi c'est la plus pertinente dans notre contexte africain, parce qu'aujourd'hui on fait face déjà même à un problème d'immigration, parce que toute la jeunesse est orientée vers l'Occident. Donc ça affaiblit la démographie africaine parce que ce sont les meilleurs qui partent. Et donc plus ce sens-là plus l'accent est mis sur le fait que nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'édification de notre nation à l'intérieur ici, plus on diminue, on freine en fait ce problème-là d'immigration. Parce que imaginez à la fin de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, un Japon qui est complètement détruit à terre par les bombardements et tout ce qui est arrivé, les bâtiments qui sont détruits, et la population qui se dit ce n'est plus une bonne terre, il faut qu'on aille chercher ailleurs. Mais ils sont restés pour construire en fait. Donc, et aujourd'hui, on se dit c'est beau, il faut qu'on y aille.
Donc, le sens du devoir, de la responsabilité vis-à-vis de la nation au niveau individuel, dans toute la population, il faut que ça soit quelque chose qui puisse prendre pour qu'on puisse penser à une Afrique meilleure. Donc, pour moi, ce sens de responsabilité, j'ai un devoir, il faut que je puisse savoir quel est mon apport pour la société dans laquelle je vis, est tellement vital et fondamental pour que nous puissions espérer passer du sous-développement à l'étape de pays émergents, voire de pays développés, quoi. Merci. Rodolphe? J'allais parler de patriotisme. Voilà. Le patriotisme, c'est beaucoup plus poussé. Voilà. On a le sens véritable du devoir. Ça. Et on se sent obligé. On se sent obligé de s'investir, on se sent obligé de mettre ce qu'il faut pour l'édification, pour la construction de notre nation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons tous à l'école, par exemple. C'est pour devenir un jour quelqu'un, comme on le dit dans le jargon, c'est pour devenir un jour médecin, c'est pour devenir un jour avocat. Mais cela, il faut pouvoir le mettre au service de l'autre, en fait. Mais il faut quand même un engagement pour pouvoir arriver à cela, en fait, quoi. Sinon, on risque de rechercher quelque chose qui est différent de la vision qu'on recherche pour la construction de notre nation. Nous venons d'évoquer des valeurs qui constituent en fait des défis en matière d'éducation à la citoyenneté et à la paix. Maintenant, abordons un point important. De votre point de vue, Joël, qui porte la plus grande responsabilité dans cette éducation fondamentale à la citoyenneté et à la paix? Est-ce la famille, l'école ou la communauté au sens large? Je pense que le premier responsable de cette éducation, c'est la famille. C'est la famille parce que vous ne pouvez pas transmettre des valeurs à une personne qui n'a pas reçu les valeurs fondamentales en famille. Les valeurs fondamentales de vivre ensemble, de tolérance, doivent être communiquées en famille. Parce que même à l'école, on voit les différences. Hein. Ceux qui n'ont pas reçu une très très bonne éducation en famille souffrent plus, en tout cas, dans leur cursus académique que les autres. Donc la famille est vraiment le fondement. On dit bien qu'entre 0 et 3 ans, entre 3 et 7 ans, il est plus facile de communiquer des valeurs à un enfant. Au-delà d'un certain âge, c'est plus difficile encore. Parce que donc, je pense que la famille est vraiment le noyau. Le premier responsable de cette éducation-là. Quoique le gouvernement, au sens plus large, en deuxième position, je dirais, est celui qui va indiquer la direction hein, de façon macro, de façon large, mais au niveau individuel, c'est la famille qui fait le travail. Et donc la famille est l'élément le plus important dans cette éducation-là pour moi. Rodolphe, pour Joël, c'est la famille qui a le plus grand rôle à jouer dans l'éducation à la citoyenneté et à la paix. Oui, c'est clair. Il faut dire que l'éducation commence où d'abord? L'éducation commence depuis le sein maternel. La science le démontre. Déjà, une mère qui porte déjà son enfant, dans son ajustement, déjà transmet des choses à l'enfant. Donc déjà, depuis le bas âge, donc depuis le sein maternel, l'éducation commence. Et quand l'enfant naît, il naît dans un environnement, il y a un environnement le plus immédiat. L'environnement le plus immédiat, c'est son environnement familial en fait. Donc déjà, qu'est-ce que la famille inculque à cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il inculque à l'enfant dans cet environnement? Est-ce qu'on lui apprend à dire merci? Est-ce qu'on lui apprend à dire bonjour? À saluer. Est-ce qu'on lui apprend à avoir des valeurs qu'il faut avoir déjà en famille? Et maintenant, au-delà, en sortant du cadre familial, quelles sont les valeurs qu'il doit également pouvoir prôner? Par exemple, s'il rencontre une personne âgée dans la rue, il faut qu'il puisse quand même saluer cette personne âgée. La respecter. La respecter, voilà, c'est vraiment très important. Donc, c'est déjà, le socle, c'est vraiment la famille. Maintenant, avec l'évolution, quand l'enfant évolue et grandit, les responsabilités maintenant s'élargissent aussi. Donc, ce n'est plus seulement la famille. Il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte. Et l'enfant lui-même aussi, il apprend de lui-même aussi également. Donc, c'est tout le monde qui est impliqué. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le soubassement, c'est vraiment la base, la famille. la fondation, oui. C'est la famille. La famille. Donc, nous venons d'évoquer le partage des responsabilités en matière de l'éducation à la citoyenneté et à la paix. Maintenant, je voudrais que nous concentrons sur un acteur clé. Selon vous, l'école joue-t-elle véritablement son rôle dans l'éducation à la paix et à la citoyenneté? Et sinon, qu'est-ce qui devait ou pourrait être amélioré? Oui, il y a un travail qui se fait, qui a été fait hein, sur le terrain à l'école. Je pense que, en tout cas de ma propre expérience, tout le cours primaire, on avait des cours d'éducation civique
et morale. Je pense que ces cours ne devraient pas s'arrêter seulement au cours primaire. Ça doit continuer. Je pense au collège aussi oui, il y en avait. Au collège et au lycée, et aussi ajouter des aspects pratiques à cela, quoi. C'est ce que moi je pense qu'on peut ajouter, d'implication réelle des jeunes ou de mise en situation pour que les jeunes s'en imprègnent vraiment, pour que ça ne reste pas juste des notions théoriques ou le petit texte de morale que le maître écrit le matin. Au plus 3 phrases. Au plus 3 phrases, donc qui est vraiment un travail de fond qui se fait par rapport à ce qu'on veut avoir comme citoyen modèle. C'est-à-dire, on sait quel est le citoyen modèle qu'on veut avoir et comment est-ce qu'on le construit. Que ce cours ne soit pas juste de la littérature. Voilà, que ça ne soit pas juste de la littérature, mais qu'il y ait à la fois un côté pratique qui permet à l'enfant de s'imprégner dans la réalité. Et encore, il faudrait penser aux couches de la population qui ne sont pas forcément à l'école. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas accès à l'éducation, d'autres sont dans les formations de menuiserie, de mécanique, et de coiffure et tout. Qu'il y ait quand même une stratégie pour toucher aussi ces gens-là par rapport à l'éducation civique et morale lorsqu'ils n'ont pas peut-être l'opportunité ou l'accès à travers le système éducatif classique. Joël a fait une proposition assez pertinente. Oui, vraiment pertinente. Ce que je voulais ajouter à ce que Joël a dit, c'est que quand on prend ce qui se passe aujourd'hui à l'école, c'est que les enseignants, ce n'est pas des matières où ils ne sont pas allés à l'école pour ça en fait. Voilà. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils n'en sont pas spécialistes. Voilà, ils ne sont pas spécialistes vraiment dans le domaine. Et c'est soit le professeur de géographie, on lui dit ok, va enseigner le CM un peu. Donc il n'a pas vraiment pris lui-même le temps de s'imprégner de ce qu'il veut enseigner. Alors que si on lui dit d'enseigner par exemple la géographie, il est vraiment imprégné. Il le fait avec passion. Il le fait avec passion et tout ça. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut quand même véritablement former ceux qui doivent former nos enfants à l'école. On doit pouvoir même, je ne sais pas, dans une certaine mesure, avoir des professeurs carrément de CM. Là, on sait que ce dernier, c'est ce qu'il a à faire. Donc il a le temps de bien se former, de bien se cultiver dans ce domaine et de pouvoir apporter la connaissance qu'il faut à nos enfants. Et comme je l'ai souligné, c'est important également de ne pas penser uniquement à ceux qui viennent à l'école, mais de penser à ceux qui n'ont pas aussi l'opportunité de venir à l'école. Et aujourd'hui, c'est une couche quand même vulnérable dans la mesure où elle n'a pas toutes les informations qu'il faut. Voilà. Donc il faut trouver le moyen de pouvoir apporter les informations qu'il faut à cette couche-là. Voilà, c'est vraiment Merci beaucoup. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes pour leur demander directement c'est quoi pour eux être un bon citoyen, quelle est la valeur la plus importante pour vivre en paix et comment pensent-ils qu'on peut mieux les armer pour les défis de demain. Écoutons tout de suite leurs réponses. Pour toi, c'est quoi un bon citoyen au quotidien? Être un bon citoyen au quotidien, pour moi, c'est être capable de respecter les autres, être capable de respecter les lois qui régissent notre pays. C'est aussi protéger l'environnement et aussi payer les impôts et les taxes. C'est également défendre un individu en cas de violence ou de situation d'handicap. Être un bon citoyen, c'est d'abord connaître ce que c'est qu'un citoyen. Donc un citoyen, c'est un individu appartenant à un État, ayant bien évidemment des droits et des devoirs. Donc être un bon citoyen au quotidien, c'est cette personne-là qui, outre le fait de jouir de ses droits, participe activement au développement de sa communauté. Être un bon citoyen, ce n'est pas seulement se mettre au garde à vous lorsqu'on monte le drapeau, mais c'est comprendre que le pays est un corps vivant et que j'en fais partie. Et si je fais du mal à ce corps, c'est tout le pays qui en souffre. Et comprendre aussi que tout ne tourne pas autour de moi, mais je dois protéger les biens communs. Et me réveiller chaque jour en me demandant qu'est-ce que j'apporte au développement de ma communauté. Être un bon citoyen au quotidien, selon moi, c'est mettre en œuvre ou refléter au quotidien 3 principes que je traduirai par errer. E qui signifie éveil. Le bon citoyen, il est éveillé, il est cultivé, il prend connaissance des actualités sociopolitiques et économiques de son pays. Il s'informe chaque jour. Le R pour le respect.
Le bon citoyen respecte son entourage. Il se respecte d'abord lui-même, il respecte les règles de bienséance, les règles de savoir-vivre dans sa société et il partage ou reflète les valeurs telles que la gentillesse, la politesse, l'entraide, la solidarité et bien d'autres. Le E qui signifie engagement. Le bon citoyen, il est engagé dans sa communauté. Le bon citoyen, lorsqu'il voit un sachet plastique par terre, il le ramasse, il le met dans une poubelle. Le bon citoyen fait en sorte que sa communauté soit valablement bien représentée, que ce soit à l'international ou au-delà des frontières. Si tu devais choisir une valeur essentielle pour vivre en paix avec les autres, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Je choisirais l'empathie. Pourquoi l'empathie? Car elle permet de comprendre une personne sans la pointer du doigt. Elle permet même de tendre la main à une personne. Je choisirais la liberté. Pourquoi? Parce que Jean-Jacques Rousseau disait « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». Donc, en étant libre, tu connais tes limites et les limites des autres. Comme ça, tu n'oserais pas toucher à la liberté du prochain. Si je devais choisir une valeur essentielle, je choisirais plutôt l'humilité parce que l'humilité nous permet de comprendre et qu'on peut apprendre des autres, qu'on ne connaît pas tout, même s'ils sont plus petits que nous. Donc l'humilité nous permet de pouvoir vivre avec les autres, même si on ne se comprend pas, avec l'humilité, on pourra continuer à vivre ensemble. Alors si je devais choisir une valeur essentielle pour vivre avec les autres, je choisirais la patience. La patience, pourquoi? Parce que la patience me permet de garder mon calme face à une situation critique. La patience me permet de ne pas réagir de façon impulsive. La patience me permet d'être attentif, d'être à l'écoute des gens pour maintenir la paix et la stabilité dans mon entourage. À ton avis, qu'est-ce qui devait être fait à l'école ou à la maison pour mieux préparer les jeunes à être des citoyens responsables? Ce qui doit être fait à l'école ou à la maison pour préparer les jeunes, c'est tout d'abord, disons, les éduquer conformément aux bonnes pratiques, aux normes, et puis le reste, ça suivra. D'abord, on doit commencer à dire la vérité aux jeunes en leur disant que la vie se construit avec rigueur et sérieux. Et à l'école, on ne doit pas seulement former des têtes solides, mais former des personnes qui pourront faire face aux réalités de la vie et en intégrant des programmes qui nous permettent de travailler en équipe, d'affronter des réalités concrètes de la vie active. Et à la maison, ne pas seulement excuser nos petites erreurs, mais nous apprendre à nous relever et à affronter ces erreurs parce que la vie ne récompense pas ce qu'on désire, mais elle récompense ce qu'on travaille. À l'école comme à la maison, il faut tout simplement mettre en œuvre les principes que j'ai énumérés, l'éveil, le respect et l'engagement. Cultiver l'éveil, ce qui se fait bien évidemment à l'école. À l'école, on apprend à l'élève à s'informer, à se cultiver. Le respect, ce qui s'inculque également à la maison et à l'école. Lorsque le jeune fait quelque chose qui n'est pas bien, les parents le recadrent. Et ça, ce sont des modalités pour imposer ou pour cultiver le respect chez le jeune. Et également l'engagement. L'enfant participe aux travaux, aux tâches ménagères. Donc, il est en train d'acquérir certaines compétences qui vont lui servir dans la société. Merci à ces jeunes pour le témoignage si éclairant. Leurs mots résonnent avec nos discussions. Joël, la tolérance et le respect sont des piliers que nous citons souvent. Mais comment concrètement faire en sorte que ces valeurs ne restent pas de simples mots et deviennent des réalités vécues au quotidien par les jeunes? Les valeurs de tolérance et de respect, oui, ça passe toujours pour moi par la formation, hein, la sensibilisation et le fait d'attirer l'attention à ces valeurs-là à des petits niveaux. À des petits niveaux. Même dans une discussion tout à l'heure où deux personnes ne sont pas d'accord et peuvent en venir aux mains ou des choses comme ça. On voit de ces situations-là dans nos quartiers, dans nos maisons, à des tout petits niveaux. Parce que c'est là-bas que ça commence. Si dans une petite discussion entre amis, ça ne s'entend pas parce qu'il y a des divergences et puis il y a des gens qui se gardent rancune à cause de ça, quand nous donnons du pouvoir à cette attitude-là, c'est l'intolérance qui s'établit et qui reçoit de l'autorité. Donc, là encore, ça revient encore à la famille de faire ce travail-là, d'apprendre à l'enfant que,
ici, tu n'es pas d'accord avec l'autre, mais ce n'est pas un problème. Il pense à ça, toi tu penses de telle manière qui est différente, mais nous sommes dans une société, on est condamné à vivre ensemble. Oui, c'est clair. Donc, Forcément. il faut s'accepter dans les différences. Donc, il y a ce travail-là qu'il y a à faire à des petits niveaux. C'est-à-dire, il ne faut pas juste dire, non, si jamais tu es ministre, il faut être comme ça. Non. Genre, à ton petit niveau, il faut être tolérant. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot. Et parce que la nation, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas juste des personnes qui sont à la tête, qui sont en train de faire quelque chose. C'est tout un ensemble. Donc, à mon petit niveau, je dois être tolérant. Lorsqu'on me donne une responsabilité, je dois apprendre à gérer les gens qui sont en dessous de moi avec leurs différences, sans les discriminer. Donc, c'est ce travail-là de fond qui doit être fait pour qu'à tous les niveaux, la tolérance puisse être communiquée. La notion de respect également hein, qui va avec, même si nous pensons que l'opinion d'une personne n'est pas la bonne ou que, ça ne cadre pas avec notre... ou qu'il y a des faiblesses à cela, nous devons avoir la bonne attitude, le respect quand même envers ce que l'autre pense, quoi. Ok, Rodolphe, comment faire pour que les notions de respect et de tolérance ne soient pas des réalités abstraites dans le quotidien des jeunes? Tout passe vraiment par l'éducation et une véritable sensibilisation. Il faut avoir l'information. Et quand on parle d'éducation, en fait, c'est d'abord le fait de se former, d'avoir l'information, mais c'est aussi le fait de transmettre. Donc, il faut se trouver dans un environnement où on a cette facilité d'apprendre et cette facilité de transmettre. Donc, je crois que si on arrive à cela, qu'on arrive à apprendre des valeurs comme la tolérance, des valeurs comme le respect, et qu'on arrive également à transmettre cela, je crois que nous allons pouvoir arriver véritablement à ce niveau-là. Merci. Joël, l'esprit critique est important face à la désinformation et au discours de haine, surtout en ligne. Comment aider les jeunes à développer cette capacité à analyser l'information et à ne pas se laisser manipuler? Nous sommes à l'ère de l'information où il y a pléthore d'informations. C'est que nos parents nous disaient, voilà, nous, en notre temps, pour trouver un document, il fallait aller faire des photocopies, aller loin, marcher et tout, etc. Voilà. Et tout. Mais aujourd'hui, on a accès à tout. Dans nos chambres. Dans nos chambres. Mais le piège encore, c'est que c'est une information qui n'est pas filtrée. C'est-à-dire qu'on a des informations en azimut. Le travail qu'il y a à faire pour ne pas être victime de désinformation, c'est de vraiment vérifier ses sources. Vérifier les sources, s'assurer de la fiabilité des sources. Parce que voilà, un jeune garçon peut être assis dans sa chambre, il a 14 ans, il a 15 ans, mais il fait son petit blog, il publie ça, et tout le monde... Et le fait que c'est monétisé sur la plupart des plateformes sociales fait que tout le monde se lève, peut publier une vidéo, et le but n'est pas forcément de véhiculer la vérité, mais tout simplement d'attirer l'attention. Parce que plus tu arrives à attirer... De se donner de la visibilité. Plus tu arrives à attirer de l'attention, plus tu as des vues, plus tu es rémunéré. Ce qui fait qu'il faut vraiment sensibiliser les gens sur la vérification des sources. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sensibiliser également les gens sur les dangers de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, il est vraiment possible de faire tout un tas de choses à partir de l'intelligence artificielle. On peut déformer les propos d'une personne dans une vidéo. On peut même faire parler une personne qui n'a pas parlé. À partir on peut lui faire des gestes qu'elle n'a pas fait. Donc, on peut vraiment faire des vidéos qui sont très, très réalistes et qui donnent l'impression que la chose était réelle alors qu'elle n'est pas réelle. Donc, c'est vraiment que les gens soient sensibilisés sur les dangers de l'intelligence artificielle et être vraiment à l'affût de tout ce qui est révolution technologique. Et là, ça ne se limite même plus à la jeunesse, parce que même nos parents qui viennent te dire « Ah non, on a vu telle vidéo et tout », lui, il ne sait même pas que c'est une IA qui a généré la chose. Donc, faire vraiment une sensibilisation sur les dangers des nouvelles technologies de l'information, quoi. Merci. Rodolphe. L'importance de l'esprit critique face à la désinformation. À la désinformation. Il faut d'abord prendre conscience que la désinformation engendre beaucoup de choses qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Il faut d'abord prendre conscience de cela. Et en tant que citoyen, c'est quand même très important pour le citoyen de comprendre que tout ce qu'il reçoit comme information, et s'il reçoit une mauvaise information, qu'il agit selon cette information et en posant des actions qui ne sont pas des actions commodes,
cela va engendrer d'autres actions qui finalement vont nous emmener dans des conflits inutiles. Donc c'est vraiment très important de pouvoir faire le tri, de savoir qu'est-ce que je reçois comme information. Est-ce que l'information que je reçois est une information vérifiée? Et si c'est une information vérifiée, qu'est-ce que je dois faire avec cette information-là? Est-ce que je dois tout de suite me laisser aller ou prendre le temps d'analyser? Je prends un exemple banal. Si tout de suite nous sommes ici, que nous entendons un bruit de fusil quelque part, le réflexe pour certaines personnes sera tout de suite de commencer à courir. Voilà. En voulant courir, on puisse aller tout droit dans le danger. La première des choses peut-être qui serait bien de faire, c'est d'abord de se coucher et d'abord maintenant d'analyser ce qui se passe, de prendre des informations et de voir que est-ce que ici même je ne suis pas déjà en sécurité, peut-être en sortant sans sûrement que je serai beaucoup plus en danger. Donc c'est important quand même de prendre l'information, de faire le tri de l'information et afin de pouvoir poser des actions qu'il faut. Voilà, pas des actions qui vont aller à l'encontre, qui vont peut-être créer un conflit. Voilà. Je reste avec vous, Rodolphe. La participation citoyenne, c'est un pilier de la cohésion sociale. Comment encourager les jeunes à s'engager activement dans la vie de leur communauté, que ce soit par le bénévolat, le vote ou l'action associative? Oui, en tant que citoyen, il faut d'abord dire que la citoyenneté a pour base solide la démocratie. D'accord. Et la démocratie nous donne beaucoup de choses, le droit, le devoir et autres. Et lorsqu'on comprend réellement que nous avons quelque chose à donner, nous mettons tout en œuvre en fait. Donc je le disais tout à l'heure que nous allons à l'école, très souvent on se dit que c'est pour devenir quelqu'un. Et le quelqu'un qu'on veut devenir a une responsabilité vis-à-vis de son état. Parce qu'en réalité, il faut dire que c'est le politique qui te permet d'aller à l'école, qui te permet de pouvoir apprendre quelque chose et de pouvoir devenir quelqu'un comme tu le dis. Donc en retour, tu as une action à mener vis-à-vis de cet état-là. Je ne sais pas si c'est au Ghana, on dit qu'après les études, les étudiants ont la possibilité de faire 1 an de stage, voilà, pour pouvoir apporter, disons, pour pouvoir, je ne sais pas, en griffe, être reconnaissant vis-à-vis. Oui, c'est ce qu'ils appellent le National Service. Voilà, être reconnaissant vis-à-vis de ce que l'État leur a apporté depuis le bas âge jusqu'à un certain niveau. Et à côté de cela, c'est important également de pouvoir militer dans certaines associations afin de pouvoir apprendre. Voilà, parce que l'école ne donne pas tout. Et il y a des choses qu'il faut apprendre directement sur le tas. Et c'est en association avec les grands frères, des aînés, que nous allons apprendre ces choses-là. Par exemple, lorsqu'on se retrouve dans un cadre conflictuel, comment est-ce qu'il faut arriver à pouvoir véritablement calmer les tensions et tout ça. Très souvent en association, on a ce genre d'atelier où on apprend véritablement à calmer les tensions, où on apprend à respecter l'autre. À gérer les conflits. Voilà, apprendre à respecter l'opinion de l'autre, parce que déjà l'association, nous venons d'horizons divers, nous venons de pays divers, donc toutes ces choses-là nous permettent de pouvoir apprendre. Donc c'est vraiment important de pouvoir militer au sein d'une association, d'une organisation qui nous permet de pouvoir apprendre beaucoup plus que ce que nous apprenons à l'école. Ok, Joël, comment encourager les jeunes pour qu'ils s'engagent activement dans la vie de leur communauté? Je pense que je reviens encore à la notion du sens du devoir vis-à-vis de sa communauté. Ce n'est pas regarder des problèmes dans la communauté, pointer du doigt des personnes. Ah non, il y a tel problème, il y a tel problème. Mais si ton attention est attirée sur un problème, c'est qu'il faut prendre des mesures pour voir dans quelle mesure est-ce que tu peux participer dans la résolution de ce qui constitue un problème ou une difficulté pour ta communauté. Donc, c'est sensibiliser essentiellement sur le devoir vis-à-vis de la communauté. Les choses qu'il y a comme problème ne sont pas... Je ne suis pas en marge des problèmes de la communauté. Ça me concerne, c'est ma préoccupation, c'est mon devoir de participer à la résolution de ces problèmes-là. Donc, c'est de sensibiliser pour qu'on puisse tous penser dans cette direction-là. Et Rodolphe a dit quelque chose plus tôt. Il a dit que si tout le monde fait son devoir, personne ne réclamera des droits, parce que les droits viennent naturellement lorsque tout le monde a fait son devoir vis-à-vis de la société. Ça ressemble à un jeu de mots, mais c'est quand même assez pertinent. Oui, si vous permettez. Très souvent, quand je parle de ça, je donne un exemple très banal. Je donne l'exemple du feu rouge. Lorsqu'on arrive au feu rouge, il y a certains pour qui le feu est rouge, il y a certains pour qui le feu est vert. Le feu rouge, c'est t'oblige à t'arrêter. Donc, c'est un devoir pour toi de t'arrêter. Voilà. Le feu vert, c'est ton droit. Donc, c'est le droit pour toi de pouvoir passer. Mais si l'autre décide de violer le feu rouge,
il y aura collision. Donc du coup, on tombe dans des conflits et autres. Donc c'est vraiment important de pouvoir respecter ses devoirs et pouvoir permettre à l'autre d'avoir ses droits. Voilà. Bon, maintenant, je voudrais que nous abordons un point assez concret. Les conflits, qu'ils soient petits ou grands, font partie de la vie. Vous convenez avec moi. Bien sûr. Quelles compétences pratiques doit-on transmettre aux jeunes pour qu'ils puissent résoudre les désaccords de manière pacifique, sans violence et sans agressivité? C'est vraiment la tolérance. Il faut apprendre véritablement à accepter l'autre. Parce que le tout, c'est quoi? C'est que... Et surtout à respecter l'opinion de l'autre. À respecter l'opinion de l'autre. Parce que c'est sûr que nous venons d'horizons diverses, nous avons des opinions différentes, c'est sûr. Et ça, forcément, ça engendre de petits conflits, de petits malentendus. Même les jumeaux ne pensent pas de la même manière. Forcément. Donc, il faut d'abord arriver à accepter l'autre. C'est vraiment très important, accepter l'opinion de l'autre et comprendre surtout. Parce que très souvent, on ne cherche pas à comprendre. L'autre, il a fait ci, donc automatiquement, c'est comme ça qu'il est. Voilà. Il peut avoir quelque chose en amont qui a poussé cette personne à réagir de cette manière. Donc, véritablement, ce qui est important, c'est d'abord la tolérance. La tolérance, le respect de l'autre, l'acceptation. Il faut vraiment insister sur ces valeurs-là. La tolérance, l'acceptation, c'est vraiment le respect de l'autre, c'est vraiment très important. Donc, je crois que c'est ce qui est primordial dans ce sens-là. Joël, vous avez un ajout? Il y a une citation d'Émile Zola dans son ouvrage « La joie de vivre ». Il a dit « Le bonheur ne dépend ni des choses ni des gens, mais de la façon raisonnable dont on s'adapte aux choses et aux gens. » Donc, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Je ne peux pas amener tout le monde à devenir comme moi. Et d'ailleurs, même ce qui fait l'évolution de la société, c'est la diversité. C'est les divergences de points de vue. Donc, la résolution des conflits se trouve déjà dans ces valeurs fondamentales d'acceptation de l'autre, de respect de l'opinion de l'autre. Ce qu'il pense n'est pas forcément contre moi, mais ce sont des ajouts. Nos pensées, nos opinions peuvent être complémentaires. Au lieu de voir l'opinion de l'autre comme une agression à son opinion personnelle, on la voit comme un complément avec lequel on peut s'associer. On peut prendre de son opinion et prendre de mon opinion pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Si vous devriez proposer une initiative concrète pour renforcer l'éducation à la citoyenneté et à la paix chez les jeunes, quelle serait-elle? Mettre en œuvre des ateliers pratiques, d'éducation à la citoyenneté, à tous les niveaux, que ce soit au cours primaire, au collège, au lycée et même à l'université. C'est-à-dire que des échanges entre jeunes et aussi des occasions d'implication, c'est-à-dire que mettre en place des systèmes qui permettent l'implication de la jeunesse dans l'édification de la nation. Rodolphe, vous avez une idée d'exemple par rapport à une initiative concrète réalisable ici au Togo pour renforcer l'éducation à la citoyenneté et à la paix chez les jeunes? Oui, la chose à laquelle j'ai pensé tout de suite, c'est vraiment une sensibilisation de proximité. C'est vrai, habituellement, lorsqu'on parle de sensibilisation, on le fait en masse. Et très souvent, on ne touche pas du doigt certaines réalités. Et donc, pour pouvoir toucher certaines réalités, il faut... Que les jeunes vivent quotidiennement. Au quotidien, il faut vraiment une sensibilisation de proximité. Je prends un exemple banal. Nous avons des immigrants qui sont des jeunes, qui sont peut-être réunis quelque part. Et très souvent, à leur niveau, c'est eux qui reçoivent beaucoup plus les mauvaises informations. Ils reçoivent les bonnes, mais aussi les mauvaises informations. Et c'est souvent eux qui, très facilement, diffusent ces informations-là. Donc déjà, à leur niveau, dans ce petit groupe-là, que tu tombes là-bas, tu commences déjà à les sensibiliser. Leur faire comprendre que les informations viennent de part et d'autre, mais il faut apprendre quand même à sélectionner les bonnes informations. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Maintenant, il faut savoir aussi transmettre, parce que c'est aussi important. Très souvent, lorsqu'on veut transmettre, on a tendance aussi à déformer l'information. Donc, c'est vraiment très important. Donc, déjà, la sensibilisation de proximité, je trouve que c'est vraiment un outil vraiment très important. Voilà. Après ça, on peut maintenant aller sur les masses, mais la proximité, je trouve que c'est ce qui est important. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre échange. Et quel message d'espoir ou d'appel à l'action adresseriez-vous à la jeunesse togolaise qui nous suit concernant leur rôle dans la construction d'un Togo plus juste et plus paisible? Nous avons du talent, nous avons ce qu'il faut, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir édifier notre nation, nous avons les ressources. Et nous ne sommes pas différents des gens qui sont ailleurs, qui l'ont fait dans d'autres pays.
Nous avons toute l'intelligence qu'il faut, nous pouvons le faire. Donc, Togolais, viens, bâtissons la cité, quoi. Merci. On a tous un devoir vis-à-vis de notre nation. Et comme je dis très souvent, quand tu te lèves le matin, il y a une question que tu dois pouvoir te poser. Qu'est-ce que je fais pour ma nation? Quel est le plus que j'apporte à ma nation? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour qu'il y ait quand même une certaine évolution, même si c'est à toute petite échelle, que cela puisse quand même avoir son impact. C'est vrai, on peut commencer tout petit, mais cela peut avoir un effet boule de neige demain et pouvoir beaucoup plus impacter. Donc déjà, chacun à son niveau, chacun déjà chez lui, à la maison, peut commencer déjà à poser des actions concrètes qui vont avoir pour objectif ou bien pour importance, d'accord, de pouvoir construire notre nation. Donc c'est important que chacun puisse se mettre la main à la pâte. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne, ce n'est pas une affaire du chef de l'État, ce n'est pas une affaire du gouvernement, ce n'est pas une affaire uniquement d'une minorité, mais c'est toute la majorité, c'est tout le monde qui doit pouvoir se sentir concerné. Donc du plus grand, sinon du plus premier jusqu'au dernier, on doit pouvoir vraiment se sentir concerné par tout ce qui est question de construction de notre nation. Merci Joël et Rodolphe, je vous remercie pour vos éclairages précieux. Chers amis de Podium Jeunesse, je vous rappelle que Joël Akapo est auditeur financier et Rodolphe Sanvi est activiste social, paix et citoyenneté et secrétaire général de Speed International, une association qui s'est donnée comme mission de créer une société paisible, sécurisée et développée. À travers les échanges d'aujourd'hui, une chose est claire, la citoyenneté et la paix ne sont pas des idées abstraites, mais des valeurs à vivre et à partager. La jeunesse a la force, la créativité et l'engagement nécessaires pour transformer la société en leur donnant les clés du dialogue, du respect et de la responsabilité. C'est tout un avenir qu'on prépare. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez suivis. Merci surtout à l'équipe de la réalisation. Je vous retrouve le samedi prochain pour un nouveau numéro de Podium Jeunesse.